Bonsoir, voici les principales informations de ce jour. Le Liban s'apprête à accueillir le pape Léon XIV pour une visite apostolique de 3 jours qui s'annonce historique. Du palais présidentiel à Annaya, de Harissa à Abkirke jusqu'au port meurtri de Beyrouth, le souverain pontife va traverser des lieux symboliques, spirituels et profondément enracinés dans la mémoire collective libanaise. Un voyage chargé d'espoir pour un pays en quête de stabilité et de renaissance. Une visite très attendue. Le pape Léon XIV arrive au Liban pour 3 jours placés sous le signe de la paix et du dialogue. Son parcours l'amènera au cœur des institutions, mais aussi dans certains des lieux spirituels les plus emblématiques du pays. À son arrivée, le pape sera reçu au palais présidentiel. Il rencontrera les chefs des institutions dans une capitale qui tente de retrouver souffle et cohésion. Il adressera un message aux autorités et au corps diplomatique, rappelant la vocation du Liban comme terre de pluralisme malgré les crises qui l'ébranlent. Au sommet des montagnes de Jbeil, le monastère de Saint-Maron de Annaya accueille depuis des décennies les pèlerins du monde entier. Entouré de pins centenaires, enveloppé d'un silence presque sacré, ce site abrite la tombe de Saint Cherb el-Makhlouf, moine et ermite dont la réputation dépasse largement les frontières libanaises. Le pape viendra prier dans ce lieu où des millions de fidèles cherchent réconfort, miracle et sérénité. Sa visite inscrira le monastère sur la liste des sites internationaux à visiter. Surplombant la mer Méditerranée, le sanctuaire de Notre-Dame du Liban à Harissa est l'un des hauts lieux spirituels du Moyen-Orient. Peu de personnes savent que le sanctuaire appartient au patriarcat maronite et au Vatican, d'où cette destination est privilégiée par les papes qui ont visité le Liban. C'est ici que le pape va rencontrer les évêques, les prêtres et les consacrés dans un site qui symbolise depuis plus d'1 siècle la protection divine sur le pays. À l'occasion de cette visite, le pape offrira à la Sainte Vierge une rose dorée. À Abkirke, siège du patriarcat maronite, le pape rencontrera la jeunesse libanaise. Le patriarcat incarne la permanence d'une église profondément enracinée dans l'histoire du Liban. Les jeunes attendront le pape pour un moment vibrant et tourné vers l'avenir au pied du grand bâtiment qui abrite depuis plus de 125 ans les patriarches maronites. Sur la place des Martyrs, au cœur d'une ville meurtrie mais résiliente, le pape va participer à une rencontre œcuménique et interreligieuse. Entouré des clochers et des minarets qui se font face, ce lieu rappelle la coexistence unique qui fait l'identité libanaise même dans les moments les plus sombres. Avant de conclure son voyage, le pape se rendra à l'hôpital des Sœurs de la Croix à Jel Edib, un établissement reconnu pour son service aux plus vulnérables. Il va y rencontrer personnel médical et patients, rendant hommage aux soignants qui ont tenu bon malgré l'effondrement du système de santé. Moment de profonde émotion attendue. Une prière silencieuse au port de Beyrouth, théâtre de la gigantesque explosion du 4 août 2020. Devant les silos éventrés et le cratère béant, le pape va honorer la mémoire des victimes et portera un message de consolation. Le voyage se clôture par une grande messe sur le front de mer de Beyrouth. Entre ciel et mer, face à des milliers de fidèles, le pape va prononcer une homélie centrée sur l'espérance et la renaissance du Liban. Un voyage dense, spirituel et profondément symbolique dans un Liban qui, malgré l'épreuve, continue d'espérer. Le pape Léon XIV vient rappeler au monde que la terre du Cèdre reste un pont entre les peuples, un refuge pour les croyants et une lumière de dialogue au cœur du Moyen-Orient. En Turquie, le pape Léon XIV poursuit sa première visite à l'étranger. À Istanbul, il a rencontré la petite communauté catholique avant de se rendre à Iznik, l'ancienne Nicée, pour célébrer les 1700 ans du premier concile œcuménique. Une étape hautement symbolique au cœur d'un pays majoritairement musulman et dans un contexte géopolitique instable. À Istanbul, les bancs de la cathédrale du Saint-Esprit se remplissent bien avant l'aube. Ils sont catholiques, très minoritaires en Turquie,
mais y sont venus voir celui qu'ils appellent désormais leur pape, Léon XIV. Le pape est accueilli avec ferveur. Dans un pays de 86 millions d'habitants, les chrétiens présentent à peine 0,1% de la population. Pour ses fidèles, la visite est un signal d'espoir. Ali Gunuru déclare « C'est une bénédiction. Nous avons des problèmes, les réfugiés, la région, je crois que le pape peut aider, qu'il fera tout son possible. » Visiblement touché, le souverain pontife encourage son Église réduite en nombre. Il défend la logique de la petitesse, la foi comme force humble au service de tous, et évoque un défi, l'accueil des migrants et des réfugiés nombreux en Turquie. Là où les vulnérables sont présents, l'Église doit servir, non pas par puissance, mais par fraternité. À Iznik, l'antique Nicée, Léon XIV poursuit son voyage, un lieu fondateur de l'histoire chrétienne. Il y a 17 siècles, près de 300 évêques y avaient défini les bases de la foi commune. Entre catholiques et orthodoxes, dialogue fragile mais constant, et un message, marcher ensemble malgré les divisions. Patriarche Bartholomé Ier affirme « Nous sommes plus crédibles lorsque nous sommes unis. Notre monde a besoin d'un témoignage commun. » À l'heure où les tensions religieuses et géopolitiques secouent la région, la présence du pape en Turquie vise aussi la diplomatie. Un appel à l'unité, à la paix et au rôle stabilisateur d'Ankara dans la région. Après Iznik, Léon XIV poursuivra sa visite au Liban. Un pays éprouvé, mais où le pape veut porter encore une fois un message de réconciliation. En Syrie, une opération israélienne a coûté la vie à au moins 13 personnes dans le village de Beit Jin au sud-ouest de Damas. Israël affirme viser un groupe islamiste lié au Hamas, tandis que Damas dénonce un crime de guerre. L'attaque parmi les plus meurtrières depuis la chute du régime Assad intervient sur fond de tensions régionales et d'échanges armés répétés. L'ONU condamne une violation grave de la souveraineté syrienne. Beit Jin au sud-ouest de Damas. Une opération israélienne menée avant l'aube. Selon les autorités syriennes, 13 personnes ont été tuées, des civils, des femmes et des enfants. 24 blessés, certains dans un état critique. Dans cette localité, au pied du mont Hermon, les témoins racontent l'éruption des soldats israéliens suivie de lourds bombardements. Plusieurs habitations ont été touchées ainsi que la mosquée du village. Beit Jin n'est pas une première cible. Depuis la chute de Bachar el-Assad en décembre 2024, Israël multiplie les frappes et incursions en Syrie. L'armée israélienne affirme avoir visé des membres de la Jama'a Islamiyya, un groupe islamiste allié du Hamas qui préparait des attaques contre des civils israéliens. Elle fait état de 6 soldats blessés, dont 3 grièvement. La télévision syrienne a montré des dizaines de familles fouillant la zone, craignant une reprise des bombardements. L'ONU parle d'une violation grave et inacceptable de l'intégrité territoriale de la Syrie. Damas dénonce un crime de guerre et accuse Israël d'alimenter l'instabilité régionale. Depuis 2024, Israël a déployé des troupes au-delà de la zone tampon du Golan et insiste, pas de retrait sans démilitarisation complète du sud syrien jusqu'à la ligne de démarcation de 1974. Au-delà du bilan humain, cette opération marque un nouveau palier dans l'escalade israélo-syrienne dans une région déjà au bord d'une nouvelle flambée. À Hong Kong, un incendie a ravagé un complexe résidentiel de 8 gratte-ciel. Le bilan ne cesse de s'alourdir, au moins 128 morts, des dizaines de disparus, des familles en quête de nouvelles. La catastrophe, la pire depuis des décennies, soulève de graves questions sur la sécurité des chantiers et la responsabilité des autorités locales. À Hong Kong, les tours noircies du complexe Wang Fu Court se dressent comme un monument de cendres. Les pompiers luttent encore contre des foyers résiduels. Le bilan est dramatique, 128 morts au moins, des dizaines de blessés et près de 300 personnes portées disparues au lendemain du pire incendie qu'ait connu le territoire depuis près de 80 ans. Le feu a démarré mercredi. En quelques minutes, les flammes ont avalé les étages supérieurs, alimentés par les échafaudages en bambou et les filets de protection qui entouraient les immeubles en rénovation. Des habitants affirment n'avoir entendu aucune alarme. L'un d'eux raconte
le feu s'est propagé tellement vite, on sonnait aux portes, on criait aux gens de sortir. Parmi les victimes, un pompier de 37 ans et 2 employés de maison indonésienne. À 4 heures du matin, 12 blessés restent dans un état critique. Dans le centre d'accueil, les proches cherchent l'espoir dans des images insoutenables. Lorsque les visages sont méconnaissables, les autorités utilisent des signes distinctifs pour identifier les disparus. Les enquêtes s'intéressent aux matériaux abandonnés sur le chantier. 3 responsables ont été arrêtés pour négligence grave. Une enquête anticorruption vise à déterminer si la rénovation de ces immeubles a donné lieu à des pratiques frauduleuses. Face à la tragédie, la solidarité locale s'organise. Des centaines d'habitants offrent nourriture, eau et couverture aux familles sinistrées. Dans une ville où l'espace se compte en mètres carrés et les tours se dressent jusqu'au ciel, ce drame souligne les dangers d'une urbanisation extrême. À Paris, les catacombes entrent dans une nouvelle ère. Fermé depuis le 3 novembre 2025, le célèbre ossuaire souterrain fait peau neuve pour protéger un patrimoine fragile et vieux de plusieurs siècles. Rénovation des galeries, modernisation technique et mise en valeur immersive du site. Un chantier hors norme à 20 mètres sous terre qui doit s'achever au printemps 2026. Sous Paris, un autre monde. À 20 mètres de profondeur, se déploient 11 000 mètres carrés de galeries silencieuses, les catacombes de Paris, un labyrinthe unique au monde où reposent plusieurs millions de Parisiens, morts au Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle. Ouvert au public depuis 1809, l'ossuaire accueille près de 600 000 visiteurs par an. Mais après 2 siècles d'exposition, ce patrimoine s'érode. Il faut agir. Les visiteurs, aujourd'hui déjà, on a des panneaux de signalétique qui informent du risque encouru si on vole des ossements, mais on essaye aussi d'expliquer que même toucher un tout petit peu les ossements, ça leur fait du mal. On a évidemment des doigts qui apportent des bactéries, des vêtements qui apportent des bactéries. Enfin, il ne faut toucher à rien, encore moins voler évidemment. En 2023, un vaste chantier a commencé. En novembre 2025, le site a fermé pour engager sa transformation la plus ambitieuse depuis son ouverture. Première opération, la restauration de la Hague des Martyrs de septembre, un mur iconique, témoin sanglant de la Révolution. Entre le 2 et 6 septembre 1792, plus de 1000 prisonniers sont massacrés. Certains gisent ici. Une stèle rappelle l'épisode dramatique surplombé d'une citation de l'Odyssée. C'est une impiété que d'insulter aux morts. Pour le préserver, une méthode inédite a été conçue. Les ossements ne sont plus simplement repositionnés, mais réassemblés, comme une maçonnerie sèche inspirée de techniques anciennes. Archéologues, ingénieurs et murailliers reconstituent ce puzzle, os par os. Mais restaurer les murs ne suffit pas. Pendant 5 mois, les catacombes sont un chantier technique sensible. Rénovation complète du réseau électrique, remplacement des centrales d'air, mise aux normes incendie et sécurité renforcées. La réouverture apportera aussi une nouvelle expérience immersive. Une scénographie repensée mettra en lumière des détails invisibles, des traces de carrière aux cicatrices de l'histoire. Casques sonores, séquences audio automatiques, musique et témoignages, une visite accompagnée par les voix du passé. Lieu de mémoire et de poésie sombre, les catacombes témoignent de 10 siècles d'histoire parisienne. Elles rouvriront au printemps 2026. Un ossuaire ancien, une visite nouvelle et la promesse de préserver, pour longtemps encore, le silence des morts. Et maintenant, destination le Sri Lanka, où la soie et le thé dessinent les 2 visages d'un pays en quête d'avenir. D'un côté, les plantations verdoyantes des hautes montagnes, héritage du 19e siècle, qui continuent de faire vivre des milliers de familles. De l'autre, l'essor discret mais ambitieux de la soie, symbole d'un savoir-faire artisanal que l'île veut transformer en filière exportatrice à haute valeur ajoutée. Entre tradition séculaire et nouveau marché, le Sri Lanka tente de réinventer son identité économique. Encore un reportage sur place de Mike Jamous. Au Sri Lanka, la soie n'est pas un simple textile, c'est une identité. Dans ce petit atelier niché au cœur d'un village, nous visitons un art qui traverse les siècles, le tissage traditionnel encore entièrement réalisé à la main. Chaque sari qui sort d'ici porte une part d'âme. Celle de la femme qui l'a tissé, celle d'un mariage de noces, de fiançailles, celle de la communauté qui porte encore fièrement cette tenue symbole d'élégance et celle d'un pays où les couleurs racontent mieux que les mots. Les teintures éclatantes rappellent aussi les fleurs tropicales et les couchers de soleil du Sri Lanka.
Dans les montagnes verdoyantes du centre du Sri Lanka, enveloppées d'une brume légère, se trouve l'un des joyaux du pays, l'usine du thé Bluefield, montée en 1840. Un véritable voyage dans le temps. L'usine fonctionne encore exactement comme à ses débuts. Les machines britanniques d'origine, massives et étonnamment élégantes, occupent toujours l'espace. Construites pour durer, elles n'ont jamais été remplacées. Dans chaque salle, les ouvriers trient, roulent et sèchent les feuilles de thé selon des étapes immuables. Et l'odeur, une odeur chaude et légèrement boisée, celle du thé noir fraîchement travaillé qui donne à l'endroit une atmosphère unique. Et à Bluefield, son histoire continue de s'écrire jour après jour dans le bruit régulier de ces machines d'un autre âge. Et c'est ici que s'achève ce journal. Merci de suivre nos réseaux sociaux francophones. Bonsoir.